des stages de licence au niveau de la mer pour ceux de la mer. Merci à Evelyne Duché aussi de la médiathèque qui a été mon relais en tout cas pour organiser ce rendez-vous. Et puis merci à Bernard Schmitt d'être avec nous ce soir, donc il est médecin nutritionniste. Et puis l'idée c'était de vous donner envie de manger du poisson. J'espère qu'après sa présentation ce sera toujours le cas. En tout cas, le titre de la conférence c'est Mangeons du poisson, mais on va vous aider. Moi c'était le titre que j'avais proposé, mais vous voyez qu'on est déjà en procès du poisson, donc on va voir ce que Bernard Schmitt va nous proposer. Donc on va le laisser parler, mais je crois qu'il a besoin de vous à certains moments de son intervention. Et puis surtout, de toute façon, une fois que la présentation est faite, même si vous avez questionné pendant ce temps-là, on a un temps d'échange à la fin, donc n'hésitez surtout pas à poser toutes les questions que vous avez envie de lui poser. Et puis on aura un petit moment de dégustation ensemble aussi, ça vous permettra de continuer à échanger. La bonne séance, et puis à tout à l'heure. Merci. Bon, alors, pourquoi est-ce que je peux vous parler? C'est vrai que ma spécialité médicale, c'est ce qu'on appelle les maladies métaboliques, c'est-à-dire la nutrition, le diabète, l'obésité, les gens qui ont un peu trop de quelque chose, trop de cholestérol, trop de ceci, trop de cela, ou pas assez d'ailleurs. Donc la dénutrition, ça fait partie aussi de mes compétences. Et le poisson est un élément essentiel puisque j'ai pas mal travaillé sur le poisson, sur les autres habitants de la mer, donc mollusques, crustacés, et je fais partie de comité d'experts sur la sécurité sanitaire des aliments, donc l'ANSES, qui est l'organisme officiel qui permet de dire ça c'est bon pour la santé, ça c'est pas bon, là il y a des doutes, etc. Et dans ce cadre-là, j'ai fait partie du comité de rédaction d'un rapport, je voulais juste amener là, c'est un rapport de 170 pages quand même, sur risque-bénéfice de la consommation du poisson, parce qu'effectivement, il peut y avoir des risques, et ce que je vous propose, c'est le procès du poisson, ou plus exactement le procès de ceux qui veulent manger du poisson et donc des pêcheurs qui pêchent le poisson pour savoir si c'est légitime ou si ce n'est pas légitime. Alors c'est un montage que j'ai fait pour aujourd'hui, c'est la première fois que je le présente, donc je vais vous demander aussi d'être vigilant et de me dire à la fin, bon votre truc c'est bien ou votre truc c'est pas bien, soyez critiques parce que c'est important. Mais j'avais fait la même chose pour la viande, parce que vous savez qu'il y a aussi tout un procès de la viande. La viande, c'est pas bon pour la santé, ça donne du cholestérol, ça donne des cancers, ça donne ceci et cela. Et donc j'avais fait la même chose sous forme d'un procès de la viande qui a eu pas mal de succès et que j'ai amélioré au fur et à mesure que je le présentais, parce que les gens m'ont dit « oui, mais vous avez dit ça, on pourrait peut-être corriger pour être… » Bon, donc c'est ce que je vous demande également. Alors, c'est un procès. Et quelqu'un m'a signalé hier qu'avant-hier, c'était la journée mondiale pour la fin de la pêche. Alors, je ne sais pas si vous étiez au courant, moi je n'étais pas au courant. Hein, personne n'était au courant, Dieu soit loué. Bon, mais pourquoi demander la fin de la pêche? Alors je vous ai mis quelques éléments qui sont avancés. C'est que les poissons sont des individus qui ont des droits humains quasiment, même si ce sont des animaux. De les pêcher, c'est un meurtre. Donc vous imaginez déjà tout le discours par derrière, idéologique. Alors autant vous dire que vous pouvez aller sur ce site-là, hein, c'est les véganes. Alors, les véganes, c'est des gens qui refusent tout ce qui provient des animaux en termes d'alimentation, mais également en termes de vêtements. Un machin en laine, ah ben non, c'est la laine des moutons, donc on n'en veut pas. Les chaussures, c'est du cuir, on n'en veut pas. Une ceinture en cuir, vous n'y pensez pas, etc. Donc c'est un mouvement végane, mais qui était impressionnant dans ce qu'ils ont affiché. Dans la réalité, il paraît qu'à Lorient, il y a eu un happening vegan pour la fin de la pêche. Je n'en ai pas entendu parler, je n'ai rien vu. Donc je pense que ça n'a pas… Mais ils n'étaient certainement pas nombreux. Mais il faut prendre quand même en compte ce type
d'argument. Et ce type d'argument, par les réseaux sociaux, ça finit par empoisonner les gens et par jeter des doutes. Mais finalement, est-ce que j'ai encore le droit de manger du poisson ou est-ce que j'ai encore le droit de manger de la viande? C'est vraiment ça le risque de ce genre de choses. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'effectivement, on fasse un procès. Alors, un procès, vous avez le juge, le président du tribunal, vous avez les avocats de la défense et les avocats de l'accusation, il y a les jurés, ça sera vous les jurés, et puis il y a l'accusé, l'accusé c'est la pêche, les pêcheurs, et les co-accusés, ben, c'est vous tous aussi, puisque vous êtes des consommateurs de poissons a priori. Donc, on va partir sur cette idée, et puis je vais essayer de sortir les dossiers, d'abord pour l'avocat de l'accusation, et puis après l'avocat de la défense, et puis à vous de vous décider ensuite pour savoir si, en tant que juré, vous donnez raison à l'accusation ou à la défense. Alors, la victime, c'est qui? C'est évidemment le pauvre poisson. Et il faut connaître la victime. Alors, je vais vous donner juste très rapidement quelques éléments. Et les éléments, c'est que 30 000 espèces de poissons, 12 000 plus... Regardez le nombre d'espèces de mollusques qui existent. Regardez le nombre de crustacés qui existent. Et voyez que le monde de la mer, c'est un monde extraordinairement riche, extraordinairement varié, et que nous puisons là-dedans pour nous nourrir. Mais vous voyez que ce que nous consommons, ce n'est qu'une toute petite fraction de ce qui existe dans la réalité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en France, alors c'est difficile d'avoir un chiffre très 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 précis, mais grosso modo, en faisant différents recoupements, 35 kilos de produits de la mer par habitant et par an. 35 kilos. Sachant que quand on mange du poisson, 50% du poisson est éliminé, soit directement à la criée, enfin au moment de la criée et chez le marailleur, soit dans votre poubelle parce que vous avez enlevé les arêtes, etc. Pour les coquillages, on ne consomme que 8 à 12%, les crustacés 35%, les crabes et araignées 10 à 15%. Donc il y a beaucoup de déchets. Mais grosso modo, vous voyez à peu près la consommation que vous avez par an. Et puis, le nombre de captures, elles ont quadruplé depuis la fin de la guerre. Les captures européennes, et vous voyez que la France, 700 000 tonnes sur 7 millions européennes, 7 millions et demi. Mais regardez la Chine. Et vous voyez que les Chinois sont des prédateurs autrement efficaces que les Européens ou que les Français. Et puis, la consommation de poissons augmente, 2% par an, mais sur la même période, la consommation de viande diminue en France. Et ça, à cause, justement, des réseaux sociaux et à cause de tout ce qu'on a insinué en disant la viande c'est cancérigène, la viande c'est dangereux, la viande, etc. Donc il ne faudrait pas non plus, forcément, que la même chose arrive au poisson de ce qui est arrivé à la viande. Après, bon, vous avez, si vous voulez, la couverture de la demande en produits de la mer, vous êtes des demandeurs, et puis il y a les pêcheurs qui fournissent. Or, vous voyez que là, il y a un problème qui est important, c'est que les exportations que nous faisons, 500 000 tonnes, mais les importations, 1 700 000 tonnes. Nous importons. C'est que nous sommes incapables de fournir par notre propre activité française l'ensemble des besoins de consommation. Et ces importations, elles viennent des pays européens pour 50%, mais elles viennent de Norvège et Islande, qui est hors européen,
Et donc, on a, et puis d'Afrique, etc. Et puis, vous regardez aussi simplement, par exemple, pour le thon, eh bien, le thon, c'est des conserves qui sont fabriquées majoritairement en Afrique. Hein, alors, quelquefois, on voit même que c'est produits français, mais fabriqués en Afrique. Donc là, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a des ambivalences. Alors, juste pour vous donner encore quelques exemples, voilà, il y a des erreurs, mais bon, voilà les principales espèces qui sont consommées. Ici, c'est un peu plus détaillé, et vous avez également le hareng, là, c'est avec un E, enfin, il y a des fautes, mais j'ai fait ça rapidement, vous m'excuserez, des fautes d'orthographe et des frappes. Ce que je vais dire, c'est qu'il y a une saisonnalité de ces pêches. Et là, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a d'une part des techniques de pêche et d'autre part des saisonnalités. Et on ne peut pas, alors moi je vous incite quand même, lorsque vous achetez du poisson, d'essayer d'acheter du poisson le plus local possible et en lien avec la saisonnalité de ce poisson. Bon, ça c'est le différentiel entre notre consommation et notre production. Et tout ce qui est là, c'est le déficit de production et le déficit de la balance commerciale. Ici à droite, vous avez le déficit en termes de commerce extérieur et en termes d'euros ou de dollars. Et donc vous voyez que la balance commerciale elle est largement déficitaire. Alors, c'est réglé par... Je ne rentre pas là-dedans parce que là, on en aurait encore pour une journée entière. C'est réglé par la politique européenne et il me semble qu'elle va être en cours de discussion. Enfin, elle est actuellement sur la sellette pour redéfinir, au même titre que la PAC. Je suis plus au courant de ce qui se fait au niveau de la PAC, c'est-à-dire la politique agricole commune, que la PCP, mais c'est pareil, ça va être complètement rediscuté. On attend simplement les élections européennes et de repartir sur ces discussions. Pour vous donner également un exemple, on est toujours dans la présentation de la victime, hein, la consommation, et bien vous voyez que la consommation, le volume qui a été débarqué est en baisse. Je me souviens qu'il y a 30 ans, à Lorient, les volumes étaient 3 fois, ou je ne sais plus combien, plus importants qu'aujourd'hui. Mais vous avez ici, en bleu clair, c'est la Bretagne Sud, donc Lorient, le Guilvinec, et vous voyez que c'est relativement constant. Et puis en bleu foncé, c'est la Manche et Boulogne. Et vous savez qu'il y a une sorte de concurrence entre les deux ports. Alors Boulogne est certainement le premier port en termes de débarquement, mais Lorient est le premier port en termes de plus-value financière. Et donc comme c'est en général ça qui est compté, Lorient est le premier port de pêche de France, mais qui a aussi un certain nombre de difficultés qui sont importantes. Bon, voilà, c'était une petite présentation de la victime qui est le poisson. Alors maintenant, nous arrivons à l'accusation. Alors, pour l'accusation, il y a un certain nombre d'arguments. Diminution de la ressource, dégradation des fonds marins, gâchis de la ressource alimentaire par une pêche non sélective, l'intoxication par les métaux lourds, des sévices délibérés sur les animaux avec capture des dauphins, que sais-je encore. Ça, je ne les ai pas inventés, c'est l'argument qui est avancé pour dire arrêtons de manger du poisson. Alors, je vais passer en revue les dossiers que l'avocat de l'accusation nous a préparés. Diminution de la ressource. Alors ça, c'est intéressant parce que vous avez ici Greenpeace qui, dès 2006, disait « Arrêtons de pêcher du poisson
la ressource est en train de disparaître. Donc je vous ai mis juste un article, mais ce n'est pas la peine de regarder plus à fond. Vous savez qu'il y a effectivement un problème de ce côté-là. Ça, c'est un document qui est assez officiel. C'est l'agrocampus de Rennes, donc le pôle halieutique de l'agrocampus de Rennes, qui a sorti ces cartes. Ça, c'était la disponibilité des poissons qui était en 1900, disponibilité de la ressource en 2000. Alors, ici, ce diagramme vous montre l'abondance de la ressource. Là, je n'arrive pas à lire, c'était en 1950. Et puis ici, c'est l'abondance de la ressource en 2000. Et puis la courbe ici, c'est la pression de la pêche sur la ressource. Donc il y a effectivement un problème. Il ne faut pas le nier, il y a effectivement un problème. Alors après ça, que ça soit Greenpeace ou que ça soit WWF, ont sorti des listes qui continuent à circuler, celui-là je l'ai pris récemment, ça continue à circuler sur les réseaux sociaux et sur Internet, pour dire arrêtons de manger, et en particulier arrêtons de manger les poissons qui sont le plus concernés par cette diminution de la ressource, et vous avez le bar de chalut, le cabillaud, la dorade, le sabre, le saumon, enfin, etc. Donc, en fait, vous avez ce que vous retrouvez sur vos étals, hein, exactement. J'ai vu en arrivant, il y a un Intermarché là à l'entrée, et je suppose que quand vous allez à l'Intermarché, ben, vous retrouvez dans l'étal tous ces poissons-là. Donc, il y a une pression pour dire, vous avez vu un peu l'état des ressources, arrêtons. Après, vous avez la pêche en eau profonde. Alors, il y a une association, une ONG, je ne sais pas comment il faut l'appeler, qui s'appelle Bloom et qui est dirigée par une personne qui s'appelle Claire Nouvian. Et quand vous lisez ce que Claire Nouvian raconte, bon, je pense que les 2/3 de ce qu'elle raconte sont des mensonges, mais qui sont cohérents et qui touchent au cœur de la préoccupation d'un certain nombre de gens. Et puis elle a fait écrire et dessiner par une fille qui s'appelle Pénélope Bagieux, une BD qui, elle, est tout à fait un parti pris. Alors vous voyez, il y a une image avec le fond marin, le chalut passe et il n'y a plus rien. C'est une sorte de déforestation massive du fond marin. Et si on regardait ça à l'échelon hors de l'eau, ça raserait Paris en 1 jour et demi, par exemple. Bon. Donc, cette BD a eu un succès fou. J'ai voulu l'acheter, il n'y en avait plus. Et comme elle n'a pas été rééditée, Dieu soit loué, mais il n'y en avait plus. C'est-à-dire que ça a marché à fond la caisse. Ça a marché. Alors après, la pêche en eau profonde, si vous regardez bien, sur un total de 4,4 millions de kilomètres carrés, vous voyez, la pêche profonde, ça se fait partout où vous voyez des petits traits rouges ici. Claire Nouvian a visé spécifiquement la scapèche. La scapèche, c'est là. Mais elle se fiche éperdument de ce que les Néo-Zélandais font, 200 000 tonnes, et puis la Nouvelle-Zélande, etc., qui sont éminemment plus toxiques, si je puis dire, que la scapèche qui est là. Donc là, il y a aussi un parti pris. Mais encore une fois, tout ça, ça circule sur Internet. J'ai cliqué, toc, j'ai pu obtenir mes documents sans aucun problème. Alors, le troisième aspect,
on reviendra là-dessus par l'avocat de la défense. Là, pour le moment, on est dans l'accusation. Troisième aspect, c'est la pêche non sélective, avec les rejets en mer. Alors, je signale d'ailleurs que les rejets en mer sont interdits actuellement. Oh, pardon. Ils se font quand même, mais normalement, il faut tout ramener, et ce que l'on va jeter ou détruire, parce que ce n'est pas dans les quotas autorisés, rentre quand même dans le quota de ce que le pêcheur a pêché, au détriment de la quantité qui était autorisée. Donc il y a un véritable problème. Mais si vous regardez, là c'est tout récent, hein, c'était en décembre dernier, UFC Que Choisir, qui est un des grands journaux de consommateurs, dit 88%, grosso modo, ou 80 à 88% des poissons que vous retrouvez chez Intermarché ou en grande surface, c'est de la pêche non durable. C'est-à-dire que vous mettez l'environnement en danger. Alors là, bon, c'est juste une illustration. Et puis le quatrième point, c'est le bien-être animal. Et alors là, vous avez L214, mais ce n'est pas les pires. J'ai pris ça parce que c'est relativement doux. J'ai une diapo de je ne sais plus quelle association qui dit mais je ne suis pas un militaire, alors le fusil d'assaut français, je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, eh bien, mieux vaut ce fusil d'assaut pour tuer les consommateurs qu'un couteau pour tuer la bestiole. Donc il faut voir l'agressivité de ces mouvements. Et tout à l'heure, en présentation, la journée sans poisson ou sans la pêche, c'était bien L214 entre autres et tous les mouvements véganes qui l'animaient. Alors, ils jouent beaucoup sur la sensibilité. Ils ont même inventé un mot, les sentiens, c'est les animaux qui sentent. Bon. Et puis, go vegan, voilà. Donc, ça, c'est également extrêmement important. Alors, tuer pour vivre, est-ce vraiment nécessaire? J'y reviendrai tout à l'heure, mais il faut savoir que l'alimentation, c'est quelque chose qui est dans une logique de filière. Mais non, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, le poisson, un être sensible, apte au meurtre, j'insiste là-dessus, et vous avez d'autres associations qui militent pour dire, regardez un petit peu la décompression, hein, comme les plongeurs, la décompression pour les poissons, écrasé dans le cul du chalut, ou coincé, le poisson coincé avec ses branchies dans le filet. Voilà, donc nous sommes tous une bande de salauds qui martyrisons les animaux, hein, grosso modo. Voilà. Alors, dernier point, enfin, je ne sais pas si c'est le dernier, peu importe, c'est la contamination par les produits organiques et par les métaux lourds. Alors là encore, il y a eu la revue Que Choisir qui avait déjà lancé une alerte il y a quelques années. Et dans les documents que je vous signale, donc, nous avons lancé au niveau de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, dont je fais partie, nous avons lancé une étude, ça c'est un article de Ouest France au moment où l'étude a été lancée, qui a donné naissance à un rapport qu'on appelle Calypso. Vous pouvez le télécharger, vous faites Calypso sur Internet, vous pouvez le télécharger. Et puis au rapport de l'ANSES, qui est également gratuit, téléchargeable, c'est celui que j'ai sur la table ici, sur la consommation, risque et, donc c'est les risques et avantages de la consommation des produits de la mer. Alors cette étude était intéressante parce qu'elle analysait le côté médical, santé, mais elle analysait aussi le côté toxicité. Et dans le
Alors, ça portait sur 4 ports. Donc, et vous voyez que c'est intéressant aussi de voir comment les consommateurs réagissent. C'est tout à fait évident que les consommateurs du littoral mangent beaucoup plus de poissons que les consommateurs de l'intérieur, ce qui est assez logique. Et dans tous ces consommateurs, c'est l'Orient qui est le plus gros consommateur de poissons de France. Ça ne m'étonne pas. Quand je vais aux Halles de l'Orient, c'est fou le nombre de poissonniers d'abord, et le nombre de gens qui achètent du poisson. Nous sommes de gros amateurs au point que dans les études, donc j'ai un centre de recherche, et pour recruter des volontaires pour faire des études sur des comportements alimentaires, on se méfie beaucoup de l'Orient parce que c'est pipé, parce que les gens sont de trop gros consommateurs de poissons et ça pipe un peu les résultats par rapport au reste de la France. Donc, voilà. Alors, quels sont les toxiques qui sont présents dans les produits de la mer? Donc, vous avez, grosso modo, 3 grands groupes. Vous avez les métaux lourds. Et dans ces métaux lourds, c'est le méthylmercure qui est le plus méchant. Mais enfin, vous avez l'arsenic, le plomb, le cadmium, et puis les organoétains, qui sont pas mal aussi. Donc ça, c'est les métaux lourds. Ensuite, vous avez les hydrocarbures. Alors, les hydrocarbures, ce n'est pas forcément les bateaux qui ont lâché leur ballast. C'est aussi qu'il y a des mécanismes biologiques qui créent des hydrocarbures, et ces hydrocarbures peuvent être des autocontaminants dans des populations vivant dans l'eau. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle les polluants organiques persistants. Alors, ce qu'on schématise sous le nom de POP. Et alors, c'est quoi? Grosso modo, c'est les dioxines, les PCB et les retardateurs de flamme. Et ça, on le retrouve dans les produits. Et ce qui est intéressant, c'est que dioxines, PCB et retardateurs de flamme, ce sont des perturbateurs endocriniens. Un perturbateur endocrinien, c'est un produit qui a une formule chimique très proche de nos hormones, en particulier des hormones thyroïdiennes et des hormones sexuelles, donc surtout féminines, donc de l'œstrogène, et que quand on consomme ces produits, eh bien, ça entraîne des troubles de la thyroïde ou bien des troubles ovariens. Et ça, c'est une de mes spécialités médicales. Je suis endocrinologue et de fait, on a vu des gens qui avaient ce type de problème. Alors, c'est un vrai problème. Le problème est de savoir, est-ce que c'est légitime d'avoir peur ou est-ce que ce n'est pas légitime d'avoir peur? Regardez quand même le nombre de produits qu'on a inventoriés dans cette étude, 209 pour ces PCB, 75 pour d'autres PCB, 135 pour les dioxines, etc. C'est-à-dire qu'on retrouve dans la nature un nombre incroyable de produits potentiellement toxiques. Et les poissons vont être des grands amateurs puisque, grosso modo, les dioxines, les PCB et les retardateurs, ça se fixe dans la graisse des poissons. Or, vous verrez tout à l'heure que l'intérêt du poisson, c'est justement la graisse du poisson, sur le plan médical. Et là, on se retrouve dans un dilemme. Est-ce que je dois manger du poisson parce qu'il est gras et que c'est bon pour la santé? Ou est-ce que je ne dois pas manger du poisson parce qu'il est gras et que ça contient des toxiques? Et ça, c'est un vrai problème. Alors, nous étions dans ce groupe de travail, je ne sais plus combien, une dizaine de scientifiques, chacun dans un domaine assez particulier. Il y avait des toxicologues, il y avait des gens d'IFREMER, il y avait des gens du CNRS, il y avait, etc.
Et ça a été un gros débat. Et on a dû faire une bibliographie considérable pour essayer d'avoir une réponse qui soit cohérente. Mais on y reviendra tout à l'heure. Donc voilà les toxiques. Alors, juste rapidement on a analysé ces polluants organiques, par exemple, dans tous les poissons débarqués, sans exception. On a fait des dosages. On l'a fait site par site pour savoir s'il y avait des endroits, et c'est intéressant parce que chacun de ces ports va avoir des zones de pêche différenciées. Et que donc, selon les zones de pêche, est-ce qu'il y a des zones dans l'Atlantique Nord, dans la Manche, etc., qui sont plus exposées aux toxiques que d'autres, ou en Méditerranée. Donc, on a fait cette analyse, et puis on a regardé également, pour les métaux lourds, la quantité de métaux lourds que l'on a retrouvés en arsenic, mercure, cadmium, plomb, etc. Donc, c'était un énorme travail. Et puis on a regardé aussi pour autre chose que les poissons, donc les mollusques et crustacés. Et là, on a corrélé également la quantité de matière grasse de ces mollusques et crustacés, qui sont là encore bons pour la santé à la hauteur de la quantité de matière grasse. Et est-ce que cette quantité de matière grasse est corrélée à la pollution et au stockage de ces polluants organiques? Et donc, c'est vrai pour certains et ce n'est pas vrai pour d'autres, donc on y reviendra tout à l'heure. Donc vous voyez que ce travail nous permet d'avoir une vision assez cohérente sur cette intoxication. Alors, ma conclusion de de cet aspect-là, c'est que majoritairement, les oméga-3, qui sont les graisses, les bonnes graisses du poisson, c'est là où on retrouve les polluants organiques persistants. Mais pour les métaux lourds, ce n'est pas les poissons gras qui sont les porteurs. Là, c'est le thon. Alors le thon, c'est un poisson gras et c'est l'espadon. Ça, c'est pour le méthylmercure. Et vous voyez que pour le cadmium, c'est autre chose. C'est l'anchois, la coquille Saint-Jacques, et oui, le bouleau. Et donc, vous voyez que selon ce que l'on va manger, on se met en danger, entre guillemets, plus ou moins, selon soit sous forme de polluants organiques, soit sous forme de métaux lourds. Alors, si je vous montre ça, vous dites, bon, j'arrête tout. Hein. J'arrête tout parce que là, on est vraiment dans un truc... bon. Alors, je résume ce que je viens de dire. C'est l'accusation, diminution de la ressource, atteinte de l'environnement, dégradation du biotope marin, pêche non durable, contamination par les toxiques et maltraitance du poisson. Avec ça, vous êtes garanti, si vous continuez à manger du poisson, on vous traite de tous les noms. Hein. Et on se pose la question quand même... Alors moi, je me suis posé une question par rapport à ça. Au fond, on va remplacer le poisson par quoi? Si jamais vous êtes convaincu qu'il ne faut plus en manger. Alors, c'est ce que j'ai posé comme question au président du tribunal, qu'il a posé à l'avocat de l'accusation. Et voilà la réponse. Donc, le steak artificiel de synthèse, les steaks de soja et l'aquaculture. Alors, j'y viens. Les steaks artificiels, alors regardez ça. C'est un truc, il faut y croire, mais donc c'est une équipe à Maastricht, donc aux Pays-Bas, qui depuis quand même une dizaine d'années, une quinzaine d'années, a pris des cellules musculaires, alors de viande ou alors c'était du porc, de la vache ou du poisson, donc des cellules musculaires qu'on met en culture, ça prolifère et ça fait ça. C'est un beefsteak artificiel. Bon.
Alors, c'est très cher pour le moment, donc par chance, vous ne le trouvez pas encore sur les étals de votre supermarché. Mais idéologiquement, c'est soutenu par des grands mouvements, par des lobbies anti-élevage, vegan, de la deep écologie, et qui ont un argent fou et qui investissent là-dedans en disant si on arrive à diminuer le coût de revient de ce truc, c'est ça l'alimentation de demain. Bon, je vous le laisse pour votre réflexion. Le deuxième truc, c'est le seitan, qui est un steak à base de blé, ou bien les steaks de soja, qui ont quasiment le monopole. On ne retrouve que le steak de soja. Hein. Problème de ces steaks, c'est que ce sont des graines de soja texturées. C'est-à-dire que ce sont des produits extrêmement élaborés. Extrêmement élaborés, qui nécessitent une énergie considérable, beaucoup d'eau, beaucoup de technologie, et ça devient un produit industriel extrêmement transformé et cher. Et pas bon. Alors, pas bon, ça c'est une question de goût. Moi, j'en mange pas, mais bon, c'est une question de goût. Mais très cher. Et ça pose un autre problème. Est-ce que la difficulté de l'obtenir pour que ça soit quand même mangeable, compte tenu de la technologie nécessaire et des investissements techniques et du coût énergétique, est-ce que c'est vraiment écologique? Alors, mais c'est quand même, pour les véganes, c'est ça. Hein. Voilà. Et puis, il y a ça. Alors, l'autre jour, ça c'était marrant, je vais à Paris à une de mes réunions d'experts, et puis on se retrouve du côté de la gare Montparnasse, là, dans un bureau, et un collègue qui venait de l'autre bout de la France n'était toujours pas là, et puis on l'a vu arriver avec cette bouteille. Alors on lui dit, mais tu viens d'où là? Il dit, oh, je suis parti à 4 heures ce matin, j'avais un petit creux, je me suis arrêté au supermarché qui est juste en bas de l'immeuble, et j'ai cherché à m'acheter un sandwich ou un petit croissant, et je suis tombé là-dessus, je l'ai acheté. Alors, c'est garanti vegan, garanti sans... Enfin, c'est du sans sel, sans gluten, sans machin, sans truc, sans... Non. Et c'est une poudre. Alors, il me l'a confié en me disant, tu te débrouilles avec. Alors, j'ai regardé. On remplit d'eau jusqu'ici, et puis on le boit, et ça vous fait votre repas. Donc, là encore, un machin vegan qui vous dit, eh ben, ça, c'est aussi l'alimentation de demain. Et il paraît que ça fonctionne à fond la caisse. Je rappelle, pour ceux qui ne parleraient pas tout à fait l'anglais, que feed, c'est la nourriture pour les animaux. Bon. Voilà. Donc, ça, c'est encore quelque chose qui est proposé pour remplacer les protéines animales, dont le poisson. Alors, l'aquaculture, ça pose encore à d'autres problèmes. Le problème du début de l'aquaculture, c'est que dans les années 15-50, ça correspond également à la révolution verte sur le plan agricole. La France et l'Europe, au sortir de la guerre, étaient dans une condition d'insuffisance alimentaire. Et il y a eu le plan Marshall, il y a eu, etc. Et il y avait une volonté politique de développer l'aquaculture pour pouvoir nourrir la population. Et ça a été mis en place. C'est à cette époque qu'il y avait 2 organismes qui ont été jumelés pour créer Ifremer. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Ben, vous voyez que production mondiale de 45 millions de tonnes, 46 milliards de dollars de chiffre d'affaires, et que ça se développe surtout en Asie, chez nous également en Europe, mais très peu en Afrique, sauf pour les crevettes, etc. Si vous regardez la biomasse disponible, ou pêchée plus exactement, les captures, ben, en rouge, c'est la pêche,
la pêche traditionnelle avec les chalutiers, etc. Le jaune foncé, c'est l'aquaculture marine, et là, c'est l'aquaculture terrestre, et puis ça, c'est la pêche terrestre. Et vous voyez que la pêche est dans un mouvement de stagnation, enfin alors que l'aquaculture est en pleine croissance. Alors, est-ce que c'est la solution, au moins à un certain nombre de problèmes, et notamment au problème, j'allais dire, de la ressource? Car effectivement, si on fait de la comparaison avec l'agriculture, actuellement, on ne va plus avec son fusil, son arc ou je ne sais pas quoi, tuer un bovin sauvage. On fait de l'élevage. Et l'idée de nos dirigeants au niveau de la FAO, etc., c'est de dire, faisons la même chose pour les poissons, on va faire de l'élevage, et au moins on maîtrise la production que l'on peut adapter à la consommation. C'était ça l'idée. Alors, on verra que ce n'est pas tout à fait ça qui est arrivé. Mais c'était quand même ça l'idée. Et le problème, c'est que pour nourrir ces poissons, il faut quand même pêcher. Et alors, la pêche minotière, ça veut dire les meuniers, c'est-à-dire la farine. C'est-à-dire qu'on va pêcher des poissons, 25 millions de tonnes de poissons, pour nourrir ces poissons qui sont en cage. Et donc, ça pose de sérieux problèmes, sachant qu'en Europe, vous voyez que 12% des captures halieutiques sont transformées en farine, et que ces farines, ça sert pour plus de la moitié, 60%, les 2/3 quasiment, pour l'aquaculture. Alors, est-ce qu'on est dans un mouvement écologique, un mouvement de pêche durable, ou est-ce qu'on ne l'est pas? Mais actuellement, c'est quand même ça qui est proposé comme solution, entre autres, au problème que j'ai soulevé tout à l'heure. Donc voilà, et là, alors, vous avez l'anchois du Pérou, c'est sur les côtes péruviennes, c'est quelque chose d'effarant. Et vous avez ici le relevage d'une seine avec, non, c'est pas une seine, c'est un chalut même, avec cette petite friture, si je puis dire, qui sert à fabriquer uniquement de la farine pour les élevages. Et puis vous avez ici, selon les pays, vous avez l'anchois du Japon, le chinchard au Chili, etc. J'étais au Chili, et, dans le grand sud chilien et argentin, et là c'est les flottes de pêcheurs sont quasiment exclusivement tournées vers ce type de pêche. Alors, le problème, c'est que les stocks sont surexploités et qu'il n'y a aucune sélectivité. On ramasse tout, on rafle. Et puis tout est réduit, alors que ce soit consommable directement par l'homme ou pas, on s'en fiche. C'est réduit en farine et une partie pour extraire de l'huile. Alors, j'ai fait une parenthèse. Je dirige aussi un programme de recherche de nutrition qui s'appelle Bleu Blanc Cœur. Peut-être que vous en avez entendu parler. Je suis coprésident de Bleu Blanc Cœur. Je suis un des pères fondateurs de cette filière. Et on s'est posé la question, en dehors des animaux terrestres sur lesquels on a beaucoup investi, est-ce que le poisson pourrait être aussi quelque chose qui nous intéresserait? Et on a essayé de remplacer, alors là c'était un essai, c'était sur la truite arc-en-ciel, donc une truite saumonée, et on a essayé de remplacer la farine de poisson par, alors ce sont les truites, c'est comme les saumons, ce sont des carnivores. Et donc il leur faut des protéines animales. Mais pour les finir, la finition, est-ce qu'on ne pourrait pas flanquer quand même des protéines végétales riches et des huiles végétales riches en oméga 3 pour augmenter la qualité nutritionnelle? Alors c'est ce que nous avons fait et ça a très bien marché.
Donc on a essayé de promouvoir ce type d'élevage qui était un élevage capable d'économiser énormément de farine de poisson. Pour le moment, ça n'a pas mordu. Parce que on est dans des mécanismes très lourds, très conservateurs aussi, et puis ça met en jeu des éléments économiques au niveau du Pérou, au niveau du Chili, etc., qui sont considérables. Et nous, on est des petits rigolos en comparaison. Et donc, même si on a raison sur le plan du principe, on a tort sur le plan économique. Voilà. Alors, voyons voir maintenant un petit peu la défense. Alors, il y a l'aspect santé, l'aspect pêche durable, l'aspect bien-être animal, et puis je vous montrerai aussi quelques autres aspects qui sont annexes. Alors, l'aspect santé, il y a un consensus médical pour dire oui, manger du poisson. Là, j'ai repris simplement quelques couvertures de documents qui sont distribués par le ministère de la Santé dans le cadre du programme national nutrition santé. Je crois qu'il y a un consensus. Bon, mais encore faut-il prouver le bien fondé de ce consensus. Alors, pour le prouver, on a les composants du poisson et je vais vous montrer quelques éléments. Alors, les protéines, grosso modo, la moyenne, c'est 19 grammes de protéines par 100 grammes de chair de poisson. La viande, c'est entre 19 et 21. Donc, il y a autant de protéines dans le poisson que dans la viande. Et c'est les mêmes. Donc, de ce côté-là, il y a une très haute valeur biologique et nutritionnelle dans le poisson. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'il y a des protéines insolubles, c'est-à-dire les fibres, les tendons. Quand vous mangez de la viande, quelquefois elle est un peu dure. De toute façon, elle est ferme. Si vous mangez du poisson, quasiment ils fondent dans la bouche. Et la différence de texture du poisson par rapport à la viande, c'est la présence d'une protéine, l'hydroxyproline, qui est 10 fois plus faible. L'hydroxyproline, elle est dure. Elle donne de la structure, de la tenue. Il y en a 10 fois moins dans le poisson, au point que nous avons mis au point des aliments pour personnes âgées qui malheureusement n'ont plus de dentition correcte, qui ont du mal à mâcher, etc. Et c'est à base de poisson, parce que c'est beaucoup plus facile à avaler, à digérer, que la viande elle-même, même si la viande est excellente. Donc voilà pour les protéines. Et ça, c'est un des points qui est extrêmement important. Mais retenez quand même que le poisson, c'est aussi bon que la viande en termes de protéines et de qualité nutritionnelle. Le deuxième point, alors là, je vais vraiment insister, c'est les graisses. Donc, 3 catégories de poissons, les maigres, les intermédiaires et les gras. Grosso modo, les gras, c'est les poissons bleus, hein, les poissons gras. Et les poissons que j'appellerais les poissons blancs ou les poissons maigres, eux, leur intérêt, c'est les protéines. Mais les poissons gras, c'est les matières grasses. Alors, sachez aussi que la quantité de graisse, à l'inverse des protéines qui sont stables, quelle que soit la saison, quelle que soit l'espèce, pour les graisses, il y a un côté saisonnier, un côté ensoleillement ou pas ensoleillement, donc photosynthèse sur l'alimentation du poisson, et il y a un côté donc d'espèce également, et que ça peut être extrêmement variable d'un poisson à l'autre. Alors, ces graisses, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les oméga 3. Je vais revenir sur ce que c'est qu'un oméga 3, parce que si je vous demande, je pense, quelqu'un sait vraiment ce que c'est qu'un oméga 3 et pourquoi ça s'appelle comme ça?
Personne, voilà, je m'en doutais. Donc, je vais vous expliquer ça sur une autre diapo. Il faut savoir que, grosso modo, nous sommes dans ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. La chaîne alimentaire, c'est l'action du soleil, donc la photosynthèse, sur des végétaux, alors que ce soit des végétaux terrestres ou que ce soit des végétaux marins. Et les végétaux marins, c'est quoi? C'est le phytoplancton. Et cette photosynthèse va produire, synthétiser ces fameux oméga 3. Et puis, en mangeant ces animaux, que ce soit le poisson ou que ce soit la vache ou le cochon, eh bien, on va incorporer ces oméga 3, car ils sont indispensables. Sans oméga 3, on meurt. Mais ils sont essentiels parce que nous sommes incapables, nous n'avons pas les enzymes capables de les fabriquer. Il n'y a que les plantes capables de les fabriquer. Donc on est bien obligé de les puiser dans notre alimentation. Sinon, on meurt. Alors, dans la filière qui nous intéresse aujourd'hui, photosynthèse sur le phytoplancton, le zooplancton, le krill, va manger le phytoplancton, puis les petites espèces minotières vont manger le krill, les espèces pélagiques, etc., jusqu'à ce que les pêcheurs capturent ces poissons et ça se retrouve dans notre assiette. Ça, c'est la chaîne alimentaire. Bon, jusque-là, je pense que tout le monde comprend. Alors, dans cette chaîne alimentaire, ce qui est intéressant, c'est le phytoplancton, qui est d'une très 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 grande diversité. Et puis le zooplancton, alors il y a un zooplancton qui est permanent, ça reste des micro-organismes. Et puis il y a un zooplancton temporaire, c'est les larves des poissons, les larves des crustacés, etc., qui finiront par grossir et par devenir de vraies bestioles. Mais ça, c'est le zooplancton qui est mangé par les alevins, puis ceux-ci sont mangés et il y a une prédation en chaîne. Et alors, j'insiste sur le terme de prédation. Nous sommes des prédateurs. Mais nous, les hommes qui sommes tout à fait en haut, nous sommes des prédateurs au même titre que tous les éléments, les échelons, les étapes intermédiaires. Tout le monde est prédateur. Alors, quand des gens nous accusent d'être des prédateurs, je dis oui, nous sommes des prédateurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la prédation qui est là, chaque prédateur va manger ce dont il a besoin pour vivre. Puis quand il est rassasié, si je puis dire, il arrête. Nous avons une attitude peut-être un petit peu différente. C'est que même si nous avons puisé ce dont nous avons besoin, on continue à puiser. Et que nous sommes des super prédateurs qui, quelquefois, ne font pas attention. Mais si nous faisons attention, oui, je revendique le fait d'être un prédateur. Mais dans la chaîne alimentaire, c'est la qualité de chaque échelon, et en particulier la qualité du phytoplancton, qui va déterminer toute la qualité de la chaîne alimentaire. Si le phytoplancton ne marche pas, il est mauvais, il n'y a pas eu de photosynthèse, etc., eh bien toute la chaîne alimentaire, elle est foutue. Donc on a intérêt à avoir un phytoplancton particulièrement en bonne santé. Je signale qu'à Lorient, et à Port-Louis plutôt, il y a l'Observatoire du plancton. Allez-y si vous avez l'occasion, il y a des gens très compétents qui vous parleront du plancton. Ça vaut le coup d'œil, on vous montrera ça au microscope, ça bouge dans tous les sens, c'est superbe, etc. Voilà, donc voilà la chaîne alimentaire. Alors les oméga 3, c'est quoi? Attendez, voilà. Vous êtes allé chez votre médecin, il vous a fait une prise de sang et il vous a fait le dosage du cholestérol et des triglycérides. Hein, vous êtes d'accord? Bon, je ne sais pas ce qu'il en a fait, s'il vous a donné des conseils avec ça,
Mais en tout cas, vous savez que les triglycérides, ça existe. Alors, les triglycérides, ça existe. C'est quoi un triglycéride? C'est un alcool qu'on appelle un glycérol. Un glycérol. C'est-à-dire que c'est un alcool qui provient des glucides. Quand vous mangez des glucides, des sucres. Mais l'organisme est incapable de mettre ces glucides en réserve. On ne sait pas faire. Pour le mettre en réserve, on le met toujours sous forme de graisse. Donc notre organisme va transformer les glucides en graisse. Et cette transformation de glucides en graisse, c'est d'abord de créer ce glycérol, et puis de créer ces grandes chaînes de carbone, et un carbone à 4 points d'attache, 2 points d'attache avec des hydrogènes, donc il y a un hydrogène de chaque côté, et puis ça s'attache au carbone. Et ça fait une chaîne qu'on appelle un acide gras. Un acide parce qu'il y a un COH ici. Et là, vous voyez que tous les hydrogènes sont en place. C'est ce qu'on appelle un acide gras saturé. Et puis, quelquefois, il y a une enzyme qui arrive, pof, il y a 2 hydrogènes sur chaque carbone là qui disparaissent. Et donc, tac, ça fait ce qu'on appelle une double liaison. Là, on a un acide gras monoinsaturé. C'est l'acide oléique, l'huile d'olive. Et puis, ça peut être sur 2 endroits différents. Là, vous avez un acide gras polyinsaturé avec 2 doubles liaisons. C'est l'acide linoléique, qu'on appelle aussi un oméga 6, je vais vous dire pourquoi. Et puis là, il y en a 3, c'est l'acide alpha-linolénique, qui est un oméga 3, je vais vous dire pourquoi. Alors, ces acides gras, ça s'accroche au glycérol par l'extrémité méthyle ici. Alors, une fois que les enzymes ont agi, il y a le glycérol qui est là, ça ne bouge plus. Par contre, de ce côté-là, quand on le mange, on peut rajouter des carbones. Et donc, les chimistes aiment bien numéroter les carbones. Alors ça, c'est toujours le premier. Et puis ça, dans cette configuration, ça, c'est le 18e. Mais si je rajoute des carbones, ça reste toujours le premier, mais celui-là, il devient le 20e ou le 22e. Ça devient compliqué pour les chimistes. Alors, ils se sont aperçus que ça ne bouge pas. Entre le groupement méthyle et la première double liaison qu'on rencontre, ça reste stable dans une famille donnée. Et là, si je compte bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 carbones. Alors, vous connaissez l'alphabet grec, l'alpha qui est la première lettre et l'oméga qui est la dernière lettre. Et donc, les chimistes ont dit, eh bien là, ça c'est le carbone oméga. Et puis, il y en a 6 jusqu'à la double liaison. Donc, c'est un oméga 6. Et puis là, il y en a 3 jusqu'à la première double liaison. C'est donc un oméga 3. Et selon la quantité de double liaison, ces acides gras vont avoir des activités extrêmement différentes. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur les oméga 3, mais grosso modo, j'essaye de... Voilà. Grosso modo, ça c'est la digestion des glucides. Ça donne chez tous les animaux, les bactéries, les plantes, tout ce que vous voulez, on va jusqu'à l'acide oléique. Et puis après, les animaux, ils sont capables d'allonger tout ça pour fabriquer les acides gras que l'on retrouve dans la viande, dans les œufs, dans le fromage, dans le lait, tout ce que vous voulez. Et les végétaux ont des enzymes qui permettent de fabriquer l'acide linoléique et l'alpha-linoléique, c'est-à-dire le précurseur des oméga 6 et le précurseur des oméga 3. Et quand un animal va consommer ça, eh bien, dans son foie, il va allonger la chaîne, il va rajouter des carbones, et on va obtenir, c'est ça qui est intéressant, d'une part des molécules avec 20 atomes de carbone, et puis ici des molécules avec 22 atomes de carbone, au lieu de 18 ici. Cela, à 20 atomes de carbone, en grec c'est eikosa,
donc c'est ce qu'on appelle les eicosanoïdes, eh bien, ce sont des précurseurs d'hormones. Ces hormones, on les appelle les prostaglandines et les thromboxanes. Prostaglandines, vous avez entendu déjà parler que l'alimentation, ça peut être inflammatoire. Les prostaglandines provenant des oméga-6, c'est pro-inflammatoire, c'est-à-dire que ça donne du diabète, ça donne de l'obésité, ça donne des cancers, ça donne des maladies cardiovasculaires. Et les prostaglandines issues des oméga-3, c'est anti-inflammatoire, c'est anti-obésité, anti-diabétique, anti-cancérigène, anti-maladie cardiovasculaire. Et donc, il y a une balance entre les deux. Si vous mangez beaucoup d'oméga-6, c'est la catastrophe. C'est ce que nous faisons dans notre comportement alimentaire habituel. C'est pour ça qu'en France ou en Europe ou aux États-Unis, on a beaucoup de maladies cardiovasculaires, de cancers, etc. Et si vous mangez beaucoup d'oméga-3, vous vous mettez dans une situation de protection. Et le poisson, parce que le plancton est la base de la chaîne alimentaire, qui lui est très fortement ensoleillé et très riche en en oméga 3, eh bien, grâce au poisson, vous êtes dans la partie anti-inflammatoire, donc vous faites de la prévention des maladies cardiovasculaires, cancéreuses, diabétiques, obésité, métaboliques, etc. Est-ce que ça vous paraît clair tout ça? Bon. Alors, écoutez, je crois que là vous avez compris. Simplement, juste un petit truc, les parois de nos cellules, c'est fabriqué en quoi? Eh bien, les parois de nos cellules, c'est des triglycérides qui ont perdu un acide gras remplacé par un phosphore. Le phosphore, c'est hydrosoluble et les graisses, c'est liposoluble. Les parois de nos cellules, c'est une double couche lipidique. Les phosphores sont à l'extérieur. Alors là, on est à l'extérieur de la cellule, il y a de la flotte. Là, on est à l'intérieur de la cellule, il y a de la flotte. Et là, c'est la membrane de la cellule. C'est une Gore-Tex. Ça ne passe pas. Donc c'est étanche. C'est imperméable. Et c'est comme ça que... Et alors, plus on a des oméga-3 ici, plus la paroi a de bonne qualité. Et des bonnes qualités, pourquoi? Vous voyez qu'il y a des sortes de grosses protéines à travers la paroi qui jouent un rôle d'ascenseur. Quand vous avez une information quelconque, un stress, des anticorps, des bactéries, des toxines, des virus, tout ce que vous voulez, il faut que l'information arrive dans la cellule. L'information, elle est portée par ces protéines qui descendent dans la cellule. Il y a tout un mécanisme d'interprétation du risque par la cellule et elle donne sa réponse par la même protéine qui joue l'ascenseur dans l'autre sens pour envoyer les informations, créer des anticorps, etc. Et si la membrane est riche en saturé et en oméga-6, c'est dur comme du béton, l'ascenseur ne peut pas fonctionner et à ce moment-là, on devient malade. Par contre, s'il y a beaucoup d'oméga-3, l'ascenseur fonctionne très bien, c'est lubrifié et à ce moment-là, on peut se défendre contre les maladies. Alors, un exemple, peut-être que ça concerne certains d'entre vous, c'est la DMLA, c'est-à-dire l'atteinte de la rétine, c'est l'atteinte de la rétine, la dégénérescence maculaire. Et la dégénérescence maculaire, c'est lié, vous savez, vous avez des cônes et des bâtonnets. Vous avez ici la rétine, c'est la double couche lipidique. Si vous avez un photon, donc un élément de lumière qui arrive, les cônes s'écartent, et dès que le photon est parti, les cônes se remettent. Et ce mouvement d'accordéon va entraîner l'existence d'un courant électromagnétique qui est interprété par le cerveau comme un élément de lumière.
Eh bien, dans la DMLA, vous pouvez avoir parfaitement tout est en place, sauf que vous avez des saturés et des oméga-6 dans la rétine qui empêchent, c'est trop dur, et les cônes et les bâtonnets ne peuvent pas jouer l'accordéon. Et à ce moment-là, vous avez une dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA, qui touche quand même 15% de la population. Voilà. Donc, bon, c'est quelques exemples. Je passe sur le... Bon, voilà. Alors, on a fait des études pour savoir si le poisson était bon. Je vous en ai mis quelques-unes. Nous avons ici, avec Bleu Blanc Cœur, contribué à cette étude entre 2000 et 2002. Et je vais simplement vous citer l'étude sur les Esquimaux inuits du Groenland. Eh bien, grosso modo, on a regardé le nombre de maladies cardiovasculaires chez les Inuits et chez les gens de Copenhague, donc les terriens, si je puis dire, sachant que le Groenland est un territoire danois et que donc, en principe, ils ont les mêmes droits, les mêmes devoirs que les Danois continentaux. Eh bien, grosso modo, il y a 10 fois moins de maladies cardiovasculaires chez les Inuits que chez les gens de Copenhague. 10 fois moins. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les Esquimaux, du moins dans leur tradition alimentaire, ne mangent que des produits de la mer, directs ou indirects. C'est les poissons, c'est les phoques, c'est l'ours blanc qui lui-même mange des poissons, etc. Et que donc, on a la seule différence, c'est le régime alimentaire. 10 fois moins de maladies cardiovasculaires. Et nous, dans notre étude Bleu Blanc Cœur, nous avons trouvé à peu près la même chose. Alors, grosso modo, manger des poissons gras, ce sont des oméga 3, c'est pour l'immunité, le fonctionnement du cerveau, anti-inflammatoire, enfin tout ce que je vous ai cité, et c'est la prévention de l'ensemble de ces maladies. À titre d'exemple, vous voyez ici un fœtus. Nous avons commencé une étude à Bleu Blanc Cœur qui vise, alors ce n'est pas avec le poisson directement, mais quand même si, c'est aussi avec du poisson. Nous allons recruter, nous sommes en train de recruter 80 femmes qui sont enceintes et qui vont accoucher bientôt. Et nous leur livrons de la nourriture, c'est nous qui composons les packs de nourriture. Soit, donc 40 auront un régime Bleu Blanc Cœur très riche en oméga 3, et 40 auront un régime standard, tel que vous et moi, si vous ne prenez pas d'oméga 3 spécialement, vous avez. Et on va analyser au moment de l'accouchement la composition du lait et la composition du sang du fœtus au niveau du cordon, quand on coupe le cordon. Et puis la composition des selles du bébé, puisqu'il y a un aspect immunitaire et que l'aspect immunitaire passe par ce qu'on appelle le microbiote, c'est-à-dire les bactéries de l'intestin. Et on va suivre le bébé et on va suivre la composition du lait durant toute la lactation sur 2 mois, tout en continuant les régimes différenciés, soit Bleu Blanc Cœur, soit standard. L'objectif, c'est de voir si une amélioration en oméga 3 va permettre d'avoir une meilleure santé de l'enfant, une meilleure immunité de l'enfant et un meilleur développement psychomoteur de l'enfant. Et nous avons déjà fait une étude préliminaire qui nous confirme déjà dans cette attitude, mais il fallait faire une étude de grande échelle pour qu'on puisse faire une publication scientifique de bon niveau. Mais c'est vous dire à quel point c'est important. Donc, voilà, c'est bon, c'est ce que je vous disais. Et puis, dernier point de ce point de vue-là, j'ai un collègue, donc Gérard Rayot, qui travaille au CNRS à Nice, Sophia Antipolis, et qui a gardé dans son laboratoire du lait maternel depuis 1945
jusqu'à aujourd'hui. Et parallèlement, du lait de vache, donc des échantillons qui sont congelés à moins 80 degrés, du lait de vache, et parallèlement, du lait en poudre, dit humanisé, enfin maternisé. Oui. On a fait le dosage des oméga 6, dont je vous ai dit que c'était délétère sur le plan cardiovasculaire, métabolique, et des oméga 3. Et regardez ce qu'on a trouvé. Dans l'après-guerre, le rapport oméga 6 sur oméga 3 était de 5. Aujourd'hui, il est de 20. C'est-à-dire que notre alimentation, parce que les vaches, les cochons, les poules, etc., ou les huiles que nous consommons sont éminemment riches en oméga 6 et très pauvres en oméga 3. Et aujourd'hui, 20, c'est-à-dire qu'on est dans la configuration la plus catastrophique possible. S'il y a pire, aux États-Unis, ils sont à 35. Mais quand vous allez aux États-Unis, quand vous voyez ces filles avec des fesses comme ça, qui se baladent en short et en string dans les rues, vous êtes un petit peu abasourdi. Mais et je signale que aux États-Unis, c'est depuis 2 ou 3 ans la première fois qu'on voit une diminution de l'espérance de vie. À cause de ça. À cause de ça. Donc voilà, et je rappelle qu'au niveau de la commission d'experts de l'EFSA, nous avons déterminé que l'idéal, eh bien l'idéal c'est inférieur ou égal à 4, c'est-à-dire 4 oméga 6 pour 1 oméga 3. Et aujourd'hui, nous sommes à 20. Et ça, c'est dans l'enjeu, c'est la prévention de ces maladies. Alors, voilà. Puis, si je veux continuer sur ce biais-là, il y a aussi dans le poisson les vitamines. Je ne rentre pas trop dans le détail. Sachez que quand même, le poisson, c'est la principale source de vitamine B6, la pyridoxine, qui est un puissant antioxydant qui permet effectivement de se débarrasser des substances toxiques. C'est un détoxicant. Hein, le poisson est un... Et puis, il y a aussi, dans les vitamines, c'est la B12. Hein, c'est la B12 qu'on retrouve uniquement dans la viande et dans le poisson, mais pas dans les végétaux. Ça n'existe pas. Donc, un vegan qui prend du beefsteak de soja, il est obligé de prendre en plus des compléments de B12, parce qu'autrement, il n'en a pas. Alors, et puis il y a les oligo-éléments. Bon, c'est pour les crustacés, vous avez plein d'oligo-éléments. Le sélénium, qui est un des points essentiels aussi. Voilà. Donc, je n'insiste pas. Alors, deuxième aspect, la pêche durable. La pêche durable, c'est l'adaptation des engins de pêche, la limitation de la pêche de grand fond et le label MMC. Alors, est-ce que ce sont effectivement des éléments intéressants? Alors, je rappelle que les engins de pêche, c'est extrêmement complexe, il y en a beaucoup, selon le type de pêche, et qu'on a la chance à Lorient d'avoir une station d'Ifremer. Pascal Larnaud, qui est un ami et un type scientifique extrêmement intéressant et compétent, qui travaille à la mise au point de filets, de chaluts, de seines avec sélective. Alors là, c'était une présentation qu'il a faite lors de la fête de la science l'année dernière. Et ça, j'ai pêché ça dans Ouest France hier. Vous voyez que et ils sont en train de mettre au point des filets avec des LED. Et selon ces LED, qui peuvent attirer ou refouler le poisson, on peut les attirer, les petits, en mettant les LED, pour les éliminer de façon à ce que le chalut ramène uniquement le poisson que l'on veut. Donc il y a des tentatives pour avoir des outils de pêche qui soient adaptés. Et ça, ces filets-là, c'est au lieu de tirer le filet avec des mailles en diagonale, on les tire avec des mailles au carré, qui permet aux juvéniles de ficher le camp par les trous
alors que les autres sont pris quand ils ont une taille un peu plus importante. Donc voilà, oui, il y a tout un travail qui se fait sur la pêche durable par l'adaptation des filets de pêche, enfin des engins de pêche. Et puis, il y a la limitation en eau profonde. Alors, il y a eu un très gros débat qui a été tranché en 2017, donc c'est pas vieux. L'Union européenne avait demandé l'interdiction de la pêche en eau profonde avec des limites ou des contraintes. Donc, c'était les 800 mètres ramenés à 400 mètres dans les zones sensibles. C'était Ségolène Royal, qui était ministre à l'époque de l'environnement, enfin de l'écologie, oui, et qui a annoncé ça comme une victoire. Pour l'armement Gégo-Kéré, ça a été quelque chose d'assez douloureux, si j'ai bien compris. Mais finalement, tout le monde a renoncé à faire de la pêche en eau profonde, même si de faire un chalut qui racle dans le fond et qui croche et de perdre son chalut, c'est une perte économique considérable et qu'on a les moyens d'éviter ce genre de choses. Donc ce n'était pas forcément de labourer comme la BD que je vous ai montrée tout à l'heure. Ça, c'était de l'invention pure et c'était de la démagogie. Mais maintenant, les choses sont claires, il n'y a plus de pêche en eau profonde chez nous. Par contre, en Asie du Sud-Est, en Nouvelle-Zélande, etc., ça continue et ça augmente. Et puis, vous avez le label MNC. Alors, ce label, il faut savoir que c'est un label qui est privé, qui a été créé par WWF et Unilever. Bon. Alors, ça voulait effectivement être un label éco-responsable sur la taille des filets, la taille des mailles, le respect des quotas, etc. etc. Et puis, actuellement, il y a une très forte contestation par un certain nombre d'organismes pour dire oui, mais finalement, quel est le résultat de ce label? C'est que c'est une mainmise de ceux qui sont labellisés pour s'approprier le monopole de la vente, de la pêche et de la vente du poisson. Car ça coûte cher et que beaucoup de pêcheurs qui sont tout à fait éco-responsables, en particulier de la petite pêche artisanale, n'ont pas les moyens d'avoir ce type de label et donc sont exclus du système économique. Et ça, en Afrique, même aux États-Unis, au Canada, en France, et ça pose un véritable problème. Mais puisqu'on parlait de la SCAPES, eh bien, la SCAPES, en 2012, a fait une demande et malgré notamment l'association Bloom qui lui est tombée dessus à bras raccourcis, elle a obtenu le label éco-responsable de MSC. C'est plutôt une bonne chose, mais encore une fois, ce n'est pas forcément une garantie absolue. Alors, le bien-être animal, je ne citerai qu'un exemple, c'est la pêche électrique. Alors, qu'est-ce que c'est que la pêche électrique? Il y a des électrodes, on donne des décharges, ça électrocute un peu le poisson, qui est un peu estourbi, et le poisson ayant des poches d'air, il va, c'est pour le poisson, si vous voulez, voilà, et il va monter, et à ce moment-là, le chalut passe et le ramasse. Alors, il y a eu encore, là aussi, beaucoup de manifestations contre la pêche électrique, et actuellement, il y a une interdiction, sauf un certain nombre de dérogations, qui sont des quantités de dérogations de pourcentage de la flotte, de 5% de la flotte de chaque pays membre peut faire
de la pêche électrique, mais c'est limité à ça. Donc, voilà, reste l'aquaculture. Alors, je vous ai dit que l'aquaculture... Alors, peut-être que le vocabulaire ne vous est pas tout à fait connu. Le pélagique, c'est assez en surface. Le démersal, c'est un peu plus profond. Et après, vous avez le grand fond qui se trouve à ce niveau-là. Et donc, la pêche minotière, c'est une pêche pélagique. Et là, ça ramasse tout. 90%, c'est de la pêche pélagique. On fait traîner le chalut et on ramasse tout. Comme ça, je vous ai déjà donné ça. Et c'est un impact considérable sur la pêche, parce qu'il n'y a pas de sélection. C'est pour faire quoi? C'est pour faire de l'élevage en mer. Dans les fjords, par exemple, le saumon en Norvège, dans les fjords. Et voilà un petit peu le risque de l'aquaculture. C'est les antibiotiques absolument nécessaires, parce qu'il y a une telle concentration que vous avez des maladies qui se transmettent. Vous avez la qualité de l'alimentation. Est-ce que dans les farines qu'on va leur donner, il y a des oméga 3 ou il n'y en a pas? S'il n'y a pas d'oméga 3, vous avez de la chair, mais vous n'avez pas d'oméga 3, ça sert à rien. Ça sert à manger, mais ce n'est pas bon pour la santé en tant que tel. C'est l'échappement des espèces, et des espèces qui sont génétiquement modifiées et qui vont se mélanger, se reproduire avec des espèces autochtones, c'est-à-dire que vous allez avoir un mélange d'espèces et une transformation de la faune. Et puis vous avez l'introduction d'espèces non habituelles dans le milieu en question, avec tous les risques que ça comporte. Les herbicides, parce que vous avez la prolifération de microalgues et d'algues qui empêchent le poisson de se développer, l'accumulation de déchets par en dessous avec les excréments, les produits chimiques, les parasites, les virus, les produits pathogènes, et finalement une eutrophisation, c'est-à-dire l'absence d'oxygène qui fait que le milieu meurt. Et ça, c'est un gros risque de l'aquaculture. Alors, est-ce que l'aquaculture est l'avenir de demain? Je vous laisse tout à l'heure en discuter. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire là? Oui, ça je vous l'ai dit, c'est l'alternative, c'est ce que nous avons mis au point avec Bleu Blanc-Cœur sur la truite saumonée, arc-en-ciel. Alors, est-ce qu'on peut remplacer le poisson par les protéines végétales? Alors, je vous ai dit que le steak de soja, c'était fortement texturé, que c'était des perturbateurs. Le soja, c'est le principal, le plus important perturbateur endocrinien. En 1984, je crois, dans mes consultations, j'ai eu des femmes qui venaient en disant « Docteur, bon, j'ai 51, 50 ans, 52 ans, j'ai des bouffées de chaleur, c'est la ménopause, je ne supporte pas. J'avais un traitement hormonal substitutif avec des œstrogènes, ça me soulageait bien. Et pile à ce moment-là, il y a 2 publications, une américaine et une anglaise, qui ont dit de prendre des œstrogènes et de la progestérone en traitement substitutif de la ménopause, ça augmente de 20% le risque de cancer du sein, de 20%. Du coup, toutes les femmes que j'ai vues ont dit « moi, j'en veux plus. J'ai trop peur d'attraper un cancer du sein, je ne veux plus de ce traitement. » Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont rabattues sur le soja. Car le soja contient de ce qu'on appelle des phytoœstrogènes, c'est-à-dire des molécules qui sont des œstrogènes naturels de la plante. Et on avait fait des études, notamment au niveau du centre anticancéreux de Villejuif. Et vous avez peut-être entendu parler de l'étude qu'on appelle l'étude de la MGEN, donc les enseignantes de l'éducation nationale qui sont affiliées à la MGEN. Et chaque fois qu'elles arrivaient à l'âge de 50 ans, on les a racolées pour leur dire « Est-ce que vous acceptez de nous dire ce que vous mangez, de nous dire tous les problèmes de santé que vous avez pendant une dizaine d'années ?» Donc des enquêtes au long cours.
Et actuellement, il y a plus de 60 000 ou 70 000 femmes qui sont suivies comme ça. Et on s'est aperçu de quoi? Le fait de prendre du soja augmente le risque de cancer du sein de 20%, exactement comme pour les œstrogènes qu'on donnait sur le plan chimique. Donc, c'est un perturbateur endocrinien redoutable. Et donc, faut-il... Alors, moi, je suis très inquiet parce que les écolos bon teint, un peu babacool et un peu... enfin, bref, ils ont des gamins. Et j'ai vu des gamins prendre du lait de soja. Alors, il ne faut plus dire lait de soja. Nous, au niveau de la commission d'experts, on a interdit de parler de lait de soja. Il faut parler de tonyu et de tofu. Le lait de soja et de fromage de soja. Des gamins qui étaient que nourris comme ça. Pas de lait de vache, pas de lait de brebis, pas de lait maternel, rien, parce que ça, c'était d'origine animale. Et on ne donnait que du lait de soja. Et ce sont des gamins qui ont fait des troubles de la puberté, des troubles du développement sexuel, de façon dramatique. Ça, je peux en témoigner en tant que spécialiste. Donc, de remplacer le poisson par des protéines végétales, arrêtons le massacre. Alors, pour les polluants, juste une petite précision. On nous dit « Ah, c'est dangereux ». Qu'est-ce que c'est qu'un danger? Alors, comme vous avez quasiment tous votre permis de conduire, je vais vous faire une métaphore avec la voiture. Le danger, vous voyez, au bout, là, il y a un tournant, et puis vous avez un panneau danger. Attention, ça dérape par temps de pluie. C'est un danger. Mais un danger hypothétique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il pleuve, mais si vous avez des bons pneus, si vous ne roulez pas trop vite, si vous n'avez pas picolé, si vous avez des bons freins, vous ne risquez rien. Simplement, il y a un panneau pour dire « faites attention ». Et puis, vous avez le risque. Qu'est-ce que c'est que le risque? Alors là, il pleut. Il pleut et il y a le tournant. Alors vous vous planquez dans le tournant avec un compteur et vous regardez le nombre de voitures qui se plantent par rapport au nombre de voitures qui passent. C'est de la statistique. Vous allez dire 5 pour 1000, 3 pour 100, etc. Donc le risque est une probabilité. Le danger, c'est simplement un avertissement. Et puis vous avez le risque avéré. Alors là, le risque avéré, de toute façon, on se plante à tous les coups. Et le problème, c'est que tout le monde confond. Et alors, quand vous avez une association qui vous dit « Oh là là, ne mangez pas de poisson parce qu'il y a un risque d'attraper tel truc », alors c'est un risque ou c'est un danger? Alors, quand vous posez la question, ils ne savent pas. Mais quand vous posez la question à l'administration, elle ne sait pas plus. Ou quand vous prenez... Et donc, c'est un véritable problème, c'est de ne pas confondre risque et danger. D'autant plus que le principe de précaution qu'on nous rabat les oreilles, c'est pas de dire j'arrête tout. Si vous vous arrêtez devant le panneau parce qu'il y a un danger, ben vous allez faire un bouchon par derrière et vous n'allez rien résoudre. Donc le principe de précaution, c'est de dire attention, je mets le panneau danger. Maintenant, à vous de gérer votre conduite pour que vous ne vous plantiez pas. Et puis, le risque avéré, c'est aussi enlever le panneau. Si vous enlevez le panneau, les gens ne sont pas prévenus et donc ils risquent de se planter à tous les coups. Donc vous voyez bien que par rapport, par exemple, aux poissons, s'il y a du méthylmercure, je dis attention, il y a du méthylmercure. Si je ne le dis pas, vous allez m'accuser, vous le scientifique, vous ne m'avez pas dit qu'il y avait du méthylmercure. Vous êtes en tort, on vous accuse. Mais si je dis il y a du méthylmercure, oh là là, je demande le moratoire et on arrête de pêcher du poisson. Non, c'est pas comme ça.
Donc, je voulais vous dire ça parce que pour le scientifique, c'est très compliqué. Quel est le discours que je peux avoir vis-à-vis de vous, consommateurs, de façon à être cohérent avec ce que je sais en termes de conception scientifique. Alors, je vous rappelle ce que je vous ai déjà montré tout à l'heure, donc les différents polluants. Je vous dis comment on a fait, je ne reviens pas là-dessus. Et vous savez que le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, a établi des choses extrêmement complexes pour dire si un produit était toxique ou pas. Et vous voyez ici, vous avez tous les produits, alors il y en a plusieurs pages, hein, c'est un bouquin qui fait 200 pages. Et là, j'ai juste photocopié pour le poisson fish. Alors plus c'est rouge, plus c'est dangereux. Plus c'est bleu, moins c'est dangereux. Et vous voyez que pour le poisson, il n'y a rien du tout, donc il n'y a aucun risque, et que le seul bleu pour le poisson qui existe, c'est le cancer colorectal, c'est-à-dire que le fait de manger du poisson améliore le risque d'avoir un cancer du côlon ou du rectum. Autrement dit, manger du poisson, c'est de la prévention du cancer colorectal. Et alors après, je n'ai pas le temps de vous détailler plus sur le plan cardiaque et sur le plan du cerveau, mais je vous l'avais déjà dit. Donc ça, c'est manger du poisson. Et puis, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a regardé, notamment à Lorient, dans notre étude, où Lorient est le plus gros consommateur de poissons de toute la France. Donc les gros consommateurs, les forts consommateurs, ne dépassent quasiment jamais les limites de toxicité de ces métaux lourds. Jamais. Autrement dit, attention, danger, parce que ce sont des métaux lourds, mais risque zéro. Alors vous pouvez avoir des doutes, je l'accepte, en me disant sur quels critères vous dites que la limite c'est ça. C'est le problème de la toxicologie, je ne vais pas rentrer dans un cours de toxicologie, mais grosso modo, les limites ont tendance à baisser de plus en plus parce que les techniques de dosage s'affinent de plus en plus. Mais dans les techniques de dosage les plus sophistiquées que nous ayons actuellement, on est encore dans un rapport de 1 à 20, à peu près. C'est-à-dire qu'on a 20 fois moins de toxiques que la limite acceptable de toxicologie. Donc, on peut manger du poisson sans risque de métaux lourds. Et en matière de bénéfices, grâce aux oméga 3, en matière de bénéfices, on s'aperçoit qu'il faut manger au minimum 2 fois par semaine un plat de poisson gras pour atteindre le niveau d'apport conseillé en oméga 3. Donc, le problème n'est pas tellement d'arrêter de manger du poisson. Le problème, c'est d'arrêter d'avoir de la pollution marine. Et ça, c'est un autre problème politique. Alors, ça, c'est les recommandations que nous avons faites. À vous la parole. Vous êtes les jurés. Et puis, je ferai la conclusion quand vous m'aurez dit ce que vous en pensez. Je vous écoute. Sur les oméga 3, il n'y a pas des trucs qui disparaissent à la cuisson. Ah, si les oméga 3 disparaissent à la cuisson. Non. Non. Si vous voulez, tout dépend. Je prends par exemple un morceau de poisson. Bon. La croûte, le périphérie, quand vous le mettez au four, effectivement, ça va monter à 200 degrés. Le cœur, non. J'ai fait le calcul pour du pain, parce qu'on a aussi du pain avec de la farine de lin oméga 3. La croûte, les oméga 3 sont partiellement détruits.
au cœur, on arrive à 80 degrés. Quand vous regardez une bouteille d'huile polyinsaturée, par exemple de l'huile de colza, qui est la meilleure, je vous signale au passage, c'est la meilleure des huiles puisque c'est la plus riche en oméga 3 avec l'huile de noix. Eh bien, quand vous regardez l'huile de colza, elle peut monter dans la pratique officiellement jusqu'à 120 degrés et dans la pratique, nous, on l'a fait en expérimentation jusqu'à 220 degrés. Donc vous n'avez aucun risque de destruction des oméga 3 à la chaleur. Et est-ce que dans les poissons maigres, il y a pas un tout petit peu d'oméga 3? Si. Mais pas n'importe où. Il y en a toujours un petit. Tout animal a toujours un peu de matière grasse. Donc, il y en a. Mais ça se trouve aussi dans le foie. L'huile de foie, c'est... Ah bah oui, alors quand j'étais gamin, c'est vrai qu'on s'enfilait des cuillères d'huile de foie de morue. Mais l'huile de foie, c'est le plus riche en oméga 3. Que ce soit du poisson blanc, enfin du poisson maigre, ou du poisson gras. Alors vous pouvez garder le foie de poisson pour le manger. Et il y a des gélules aussi maintenant. Alors, les gélules d'oméga 3, c'est quoi? C'est de l'huile de poisson. Et l'huile de poisson, c'est quoi? Je vous l'ai montré. C'est la pêche minotière pour en extraire l'huile. Donc sur le plan de l'éthique, moi je ne suis pas tout à fait pour. Et deuxièmement, l'efficacité de l'absorption des oméga 3 dépend non seulement du corps gras lui-même, mais dépend aussi de ce que l'on appelle la matrice, c'est-à-dire dans quoi ces oméga 3 sont contenus. Et plus la matrice est complexe, plus les oméga 3 sont absorbés. Et plus la matrice est inexistante, moins ils sont absorbés. Quand vous enfilez une gélule d'huile comme ça, c'est beaucoup moins efficace que quand vous mangez un poisson gras ou quand vous mangez un produit animal bleu blanc cœur, par exemple. Alors, j'en reviens à mon procès. Faut-il condamner les pêcheurs ? Oui, quand ils participent à une surpêche, par exemple, actuellement, où ça va finir, ça pêche du bar en période de reproduction. Les pêches minotières sur les côtes africaines, qui ruinent donc les populations locales, qui font augmenter le prix de la nourriture, qui entraînent donc des migrations, et ainsi de suite. La pisciculture de Pontcallec, par exemple, qui fait de la truite bio, par exemple, avec des farines qui viennent du Pérou. Toutes ces choses-là, on peut les condamner. Oui. Donc il faut les faire évoluer. Voilà, d'accord. Ça me paraît oui. Alors, on va revenir là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres sur ce même thème? Vous n'avez pas dit, si on arrêtait de pêcher, donc si on consommait plus de poissons, est-ce qu'il n'y aurait pas un déséquilibre dans la mer du coup? Que deviendraient tous ces poissons? Je vais répondre d'abord là et puis je vous réponds ensuite. Dans la mesure de mes compétences. Parce que, l'attitude que nous avons par rapport aux pêches ou aux pêcheries, parce qu'il n'y a pas qu'un type de pêche. Il y a la pêche industrielle, il y a la pêche, les différents types de pêche industrielle, il y a la pêche côtière, la pêche artisanale, etc. Selon le type de pêche, les problèmes ne sont pas les mêmes. Vous avez peut-être entendu parler, ou pour certains d'entre vous, vous êtes allés au festival Pêcheurs du Monde à Lorient toute la semaine, qui est un festival de cinéma documentaire sur la pêche, où nous avons vu des exemples extrêmement variés, extrêmement intéressants de différents types de pêche qui étaient plus ou moins contestables ou bien au contraire plus ou moins enviables. Ce que je peux dire, c'est que nous sommes dans un mouvement et que ce mouvement, il faut qu'il grandisse et que la prise de conscience
que nous avons des exigences et de l'éthique par rapport à la pêche doit être mise en avant. Ceci dit, vous citez un exemple de pisciculture, enfin d'aquaculture dite bio avec des produits qui viennent du Pérou. On peut se demander comment est-ce qu'ils ont obtenu le label bio. Ah ben, le label bio, je vais vous l'expliquer. Le label bio, c'est uniquement une quantité de poissons, c'est 25 kg de poissons par mètre cube. C'est-à-dire qu'une truite de 30 cm a un espace vital d'environ un carton de 6 bouteilles de vin. Oui, mais voilà. En principe, il y a un peu plus que ça. Non, c'est 25 kg. Et la pisciculture conventionnelle, c'est 75 kg pour un mètre cube, c'est-à-dire 3 fois plus. Oui, non, mais je veux dire qu'il y a d'autres exigences en principe. Et après, avec les farines... Oui, oui, il y a d'autres exigences. Mais vous avez raison, C'est-à-dire qu'il faut que ça évolue. Et c'est pour ça que j'ai vu beaucoup de professionnels qui disent « Moi, je ne veux pas le label bio parce qu'il ne me garantit pas contre un certain nombre de choses. » Et j'ai fait partie des experts qui ont travaillé dans le cadre de... vous savez, il y a eu je commence à être fatigué, les États généraux de l'alimentation. Et dans le cadre des États généraux de l'alimentation, la mission qui avait été impartie par Macron et par son cabinet, c'était de dire il faut que vous arriviez à 20% de bio dans les restaurants scolaires et dans les restaurants d'entreprise. 20% de bio. On a fait le calcul, actuellement c'est 3% qui est labellisé. Pour arriver à 20%, ça veut dire qu'on est absolument obligé d'importer du Brésil, du Chili, etc., de Chine, c'est-à-dire avec des pays qui certes sont conscients du problème, mais qui ont des critères bio complètement à côté de la plaque par rapport aux nôtres. Moi, le critère bio, c'est uniquement par rapport... Mais c'est environnemental. Au transport donc, de farine qui vient du Pérou. Mais même... Il faudrait peut-être poser aussi le problème, le procès du poisson d'élevage, parce que derrière tout élevage de poissons, il y a des choses anormales qui se passent. Et donc, on brine la mer, et donc on enlève de la nourriture aux poissons sauvages. C'est bien ce que je vous ai montré. Mais la pêche, je vous ai posé un autre problème, c'est la pêche en période de frais, comme le bar qui est en voie de disparition aujourd'hui. Si vous trouvez normal que ça se passe, il faut le dire. Dans ce cas-là, on peut couper tout le blé avant qu'il les bars pas tout à fait en voie de disparition, mais vous avez raison que la période de frais... Ceci dit, ça prouve au moins une chose, c'est qu'on est dans un domaine extrêmement complexe, avec des enjeux extrêmement divers, et que de ce point de vue-là, vous, les consommateurs, parce que je me replace du niveau du consommateur, je vais manger du poisson ou pas, et quel type de poisson? Et si je vois sur un étal des petites étiquettes pêchés en France, produits bretons, enfin je ne sais pas quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Et quelle est la garantie que cette labellisation ou cet étiquetage va m'apporter la garantie que je souhaite par rapport à ma propre éthique? C'est un vrai problème. Je n'ai pas de réponse pour chaque problème individuel. Mais ce que vous soulignez, c'est un vrai problème, vous avez raison. Quelle est la vérification possible aussi par rapport à ces étiquettes? L'Europe, il y a quelques années, a autorisé de nouveau la nourriture des poissons carnassiers, donc en pisciculture, avec des farines de nos animaux. Non. Ça a été autorisé. Non. La farine animale d'équarrissage n'est pas autorisée. La seule chose qui a été autorisée, c'est le sang. Mais c'est très différent. Parce que le problème de l'encéphalite, donc de la vache folle, si vous voulez, c'est le cerveau. C'est-à-dire que quand on donnait des farines issues de l'équarrissage, il y avait du tissu nerveux. Et c'est le tissu nerveux qui est le transmetteur du prion, c'est-à-dire l'agent pathogène.
si c'est le sang, il n'y a absolument aucune transmission. C'est le seul élément qui soit autorisé. Tous les autres sont absolument interdits. Mais ce n'est pas utilisé. Ah mais... Je vous ai... Oui, pardon. Non, je vous en prie, allez-y. Dans la présentation que vous avez faite, on a évoqué les animaux, on n'a pas évoqué, vous avez évoqué les algues. Alors, et le petit chapitre sur la spiruline. Alors, voilà. J'ai voulu, j'aurais pu le faire parce que c'est un des domaines sur lesquels je travaille. Actuellement, dans les micro-algues, il y en a 3 qui sont autorisées à la consommation humaine. C'est la spiruline, l'odontelle et la chlorelle. Les autres ne sont pas autorisés directement à la consommation humaine. Il y en a d'autres qui sont autorisés en alimentation animale, mais pour l'alimentation directe, ce n'est que ces 3-là. Chlorelle et odontelle, ou odontella, enfin peu importe, ont un intérêt parce qu'elles sont éminemment riches en oméga 3, et non seulement dans le précurseur à 18 atomes de carbone, mais en plus, elles ont la capacité enzymatique d'aller jusqu'à 22 atomes de carbone, c'est-à-dire ce qu'on appelle le DHA. Donc c'est extrêmement efficace et bon pour la santé. La spiruline, c'est un peu différent. La spiruline, d'abord, ce n'est pas tout à fait une algue. C'est une algue, mais c'est une bactérie en réalité, très particulière, qui était la bactérie qui existait il y a quelques milliards d'années, il y a 5 milliards d'années, sur la Terre, qui était capable de prendre le CO2 et de rejeter l'oxygène comme déchet. Et c'est ça qui a créé l'atmosphère. La spiruline, elle est éminemment riche en protéines. Et dans un certain nombre de pays africains en particulier, mais même j'en ai vu à Madagascar, j'en ai vu au Vietnam, j'en ai vu au Cambodge, j'en ai vu dans un certain nombre de pays, la spiruline est cultivée ou ramassée dans des marigots comme ça, parce que c'est la principale source de protéines de certain nombre de populations, et notamment au niveau du lac Tchad, par exemple. Alors la spiruline, c'est la plus facile à cultiver, mais c'est des protéines, ce n'est pas des oméga 3. Alors malheureusement c'est un petit peu capoté, pendant plusieurs années, là j'ai travaillé avec des universitaires de Toulouse et avec des chercheurs pour mettre au point de la culture de spiruline à faire chez soi, de même que vous pouvez faire votre yaourt dans des yaourtières. On a conçu une machine qu'on a appelée une phytotière, c'était le nom qu'on s'était donné, pour cultiver de la spiruline, de façon à ce que vous puissiez avoir de la spiruline voilà, chez vous et faire votre cuisine ou votre agrément à la spiruline, etc. Malheureusement, l'entreprise qui devait fabriquer l'appareil, on a fabriqué les prototypes, et puis elle a dit, oh, finalement, c'est pas rentable économiquement, j'arrête tout. Et donc, pour le moment, notre programme de recherche s'est arrêté aussi sec. Mais ce sont des excellentes... Et alors, vous avez, dans la région ici, des fermes à spiruline qui fonctionnent bien. Et dans toute la France, il y a des fermes à spiruline qui sont intéressantes. Et je pense que c'est un excellent complément en termes de protéines. Par contre, odontelle et chlorelle, ce sont d'excellents compléments en termes d'oméga 3. Alors, c'est des petites poudres, hein. C'est-à-dire qu'on les sèche. Alors, vous pouvez l'avoir cru, je veux dire frais, mais ça se transporte difficilement. Donc, il faut les sécher, les dessicquer, et à ce moment-là, c'est dans des sachets. Moi, j'en ai chez moi. Vous mettez ça. Et alors, avec quelqu'un qui est très au point sur le plan du plancton, Pierre Molot, nous avons fait un film sur l'usage de l'aspirine. Alors, c'était marrant parce que
On s'est mis à 3. Donc Pierre Molot, qui est un chercheur sur, sur le microplancton, moi en tant que scientifique, et puis un cuisinier de Vannes, qui est un grand cuisinier avec plein de médailles dans tous les sens. Et on a composé des menus à base de chlorelle, odontel et spiruline pour montrer la qualité que ça pouvait apporter dans notre alimentation et dans la diversification de l'alimentation. Ça sert de quoi? Ça sert de saupoudrer? Vous pouvez en mettre, oui. Oui, ou vous faites autre chose avec? Oh ben, écoutez, moi je ne suis pas cuisinier. Hein. Mais on les réhydrate, ça fait une pâte, et cette pâte, vous l'incorporez après dans des aliments, etc. C'est comme ça, Oh, de manger la poudre comme ça, non. Oui, oui. Oui, je vous écoute. Ce que je voulais dire, il y a 2 points qui me paraissent intéressants, notamment pour ce qu'on appelle des peuples de la mer, parce que l'argument aussi pour manger un poisson, quand vous avez donc des références à Pierre Molot, au festival de Chamonix, vous avez aussi des peuples littoraux, il y a une bonne partie qui n'a rien d'autre à manger. Tout à fait. Et on oublie que, pardon, et on constate aussi, même dans certains endroits, que ça arrive en France, là, on discutait il y a très peu de jours avec une personne qui venait du Sud, notamment sur du côté d'Antibes, comment la Seine-sur-Mer, donc sur la mer Méditerranée, le nombre de pêcheurs locaux a été diminué de façon considérable. Le problème est surtout, enfin, est vrai partout. Les artisans pêcheurs, c'est, j'ai lu un chiffre, alors je peux me tromper, mais grosso modo, 50% du poisson consommé dans le monde est lié à une pêcherie strictement artisanale, locale, 50%. Et je connais, en la matière, je connais surtout l'Afrique. J'ai été au Sénégal, au Bénin, dans d'autres pays, dernièrement au Mozambique. Le circuit du poisson c'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a des pêcheurs. Au Congo aussi, au Congo-Brazzaville, là j'ai été très étonné. Alors, on pêche, on tire les pirogues, le poisson est vendu. Il y a des marailleurs, souvent des femmes, qui sèchent, qui fument, etc., qui salent. Ça part dans des corbeilles sur les taxis-brousses et c'est dispatché jusque loin dans les terres, à des centaines de kilomètres. Et c'est la base protéique essentielle. Parce qu'on parle souvent du déclin du métier d'agriculteur, mais au niveau des pêcheurs artisanaux, c'est aussi une réalité. Ah oui, tout à fait. Le second point, par rapport à, donc vous avez évoqué aussi le rôle de Pierre Molot, qui travaille sur le plancton. Et là aussi, finalement, quand on écoute actuellement, il y a une chose aussi qui est très importante. Il pousse un cri d'alarme sur la constitution du phytoplancton et de la production. Ça déséquilibre en fait la chaîne alimentaire. Parce que le réchauffement climatique va modifier les blooms, c'est-à-dire l'explosion de ce phytoplancton, et selon et la répartition, et donc les poissons ils vont suivre le plancton. Et donc c'est là aussi où il y a un problème qui va se poser, c'est qu'on découvre qu'une espèce disparaît. Est-ce qu'elle a vraiment disparu ? Je me souviens qu'il y a 20 ans, ou 25 ans, je ne sais plus, au Canada, il y avait le moratoire sur la morue, avec des grands panneaux contre les Français qui pêchaient à Saint-Pierre-Miquelon, en disant « les Français sont des salauds parce qu'ils pêchent la morue à Saint-Pierre-et-Miquelon et nous, les pauvres Canadiens, on n'a plus de morue ». À Saint-Pierre-et-Miquelon, ils n'avaient pas plus de morue que sur la côte canadienne. Et en fait, la morue, elle n'a pas disparu, le stock n'a pas disparu, mais elle a fichu le corps ailleurs. En fait, un phytoplancton de mauvaise qualité va donner des poissons de mauvaise qualité. Et si tu n'as rien à manger, en fait... Tout à fait. Alors, on va s'arrêter parce que voilà. Donc, simplement, manger du poisson. Au moins 2 fois par semaine, c'est la préconisation que les scientifiques vous donnent.
surtout du poisson gras, mais il n'y a pas de limite pour le poisson maigre, sauf qu'il faut diversifier et puis limiter une fois par semaine le poisson gras chez la femme enceinte, parce que ça c'est le principe de précaution, en se disant les métaux lourds chez la femme enceinte, c'est peut-être pas tout à fait bon pour le fœtus, mais c'est la seule limite que l'on a dit, et j'espère que vous êtes convaincus que vous pouvez manger du poisson.